Data quality, c'est souvent considéré comme quelque chose de relativement sale, parce qu'on clean des données, etc. Mais quand on fait de la data science, et surtout à l'époque, en fait, on faisait des modèles et on avait un gros travail de data préparation. D'ailleurs, même les bibles de l'époque de data science, il y en a une qui est très connue, qui est rédigée par un monsieur qui s'appelle Stéphane Tuffery. Dans ses diagrammes, il explique que 80% du temps, c'est de la data préparation. Et cette data préparation, elle comprend en fait ce qu'on appelle du feature engineering, c'est-à-dire en fait le paramétrage du modèle. Qu'est-ce que je vais utiliser comme données? Est-ce que je vais utiliser des tranches d'âge, c'est-à-dire de la discrétisation, ou est-ce que je vais utiliser l'âge de manière continue, c'est-à-dire de 1 à 99 ans, etc. Mais il y a aussi un gros travail en fait de data quality. Et en fait, on ne peut pas commencer à faire de la data science tant qu'on n'a pas une donnée fiable à laquelle on peut se fier justement. Et donc en réalité, c'est un travail qui à la fois est aliénant et plutôt comment dire, rejeté, pas considéré comme noble, et en même temps en fait qui est ultra important en fait. Qui est indispensable. Quand on s'est rencontrés, donc tu étais chez Publicis, chez ETO, et là il y avait un vrai sujet de data quality, mais qui portait plutôt sur la donnée client. Et à ce sujet, c'était important effectivement de souligner que quand on parle data, assez souvent, on l'a vécu quand on bossait ensemble, quand j'étais chez L'Oréal, quand on dit data, très souvent les gens entendent données clients ou données conso, ce qui est une réalité, hein. Mais en fait, il y a énormément d'autres données qui ne sont pas des données clients, qui ont une valeur colossale et qui sont souvent négligées. Donc, en revanche, chez ETO, toi, tu étais sur des problématiques de données clients. Et je crois qu'il y avait une cellule spécialisée là-dedans, non, chez ETO? Oui, c'est ça. En fait, je suis arrivé chez Publicis. Après, j'ai été plus transverse chez Publicis, puis j'ai été CDO. Mais avant d'être CDO de Publicis, j'étais dans une agence SS2I. Je mets un slash parce qu'en fait, il y avait une dimension très technique chez ETO. Et effectivement, on travaillait beaucoup sur des données CRM. En fait, c'était la verticale de la filiale. Et donc, effectivement, on avait déjà une cellule data quality. Mais bon, c'était des data quality clients. Enfin, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. On faisait ce qu'on appelle du RNVP, de la normalisation postale. On faisait du dédoublonnage, on travaillait des données clients. Mais comme tu le dis, c'est loin d'être l'unique sujet quand on parle de data. Après, plus globalement, quand j'ai été CDO de Publicis, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres types de données, notamment des données de produits, etc. Bon, c'était moins saillant chez Publicis, malgré tout. Et puis, en fait, là, depuis quelques temps, depuis que je suis à la Redoute, je me rends compte qu'une grande majorité de nos données, même si on a beaucoup de données clients, ne sont pas des données clients, en fait. Il y a beaucoup de données produits, on a 500 000 références. On a des données logistiques, on a des données RH, il y a vraiment d'autres types de données qu'on oublie finalement de considérer la plupart du temps. Surtout que ce qui est caractéristique des données, par exemple des données de produits ou des données de flux logistiques, c'est qu'elles ne sont pas réglementées. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux en faire un peu ce que tu veux, et puis qu'il y a une dimension beaucoup moins politique finalement. Tout à fait, c'est vrai que le client c'est quand même, en tout cas intuitivement on se dit que c'est par là contre le business en fait. Et donc du coup c'est des données qui sont souvent disputées. Par ailleurs c'est des données qui sont très réglementées via RGPD, via plein de choses. C'est des données qui sont difficiles en fait de plus en plus et délicates en fait à manipuler. D'une part parce qu'effectivement elles sont sensibles, hein, c'est des données personnelles, etc. D'autre part parce que les navigateurs aussi sont passés à l'offensive via d'abord Apple qui dans son navigateur bloque un certain nombre de choses, ITP en fait c'est un dispositif qui bloque pas mal de choses, parce que Google aussi va bloquer le cookie third party, donc c'est une donnée qui est quand même très difficile à travailler. Et puis par ailleurs effectivement, comme tu le disais, il y a les données qui ne sont pas les données clients, qui sont les données produits par exemple, qui sont ultra stratégiques en réalité, parce que c'est ce qui nous permet de vendre aussi, mais on a tendance à l'oublier. Il y a les données de logistique, il y a des données RH, et ces données-là, en fait, elles sont effectivement moins disputées, et donc du coup, elles sont peut-être moins difficiles à travailler. Et on a peut-être pour ceux qui auraient du temps à gagner, elles peuvent être, on peut s'en saisir pour essayer d'extraire de la valeur. D'ailleurs, quand on a retravaillé ensemble, moi j'étais chez L'Oréal, toi tu étais chez Havas, tu nous as monté un data lake en fait pour déclencher pas mal de projets data, et on a pu le faire du jour où on s'est engagé à ne jamais y mettre une donnée client. C'est vrai. Et à partir du moment où on ne mettait pas une seule donnée client dans notre data lake, on a pu faire notre data lake tranquillement. Exactement.
vite, pas très cher. C'est vrai. Et on a pu tout de suite sortir des projets. Je me souviens, et l'un des premiers projets qu'on a fait ensemble, c'est un projet où on s'est retrouvé confronté à des vrais problèmes de qualité de données. C'était un projet de calcul de marge. Tout à fait. Il y a des gens dans la salle là, qui étaient impliqués là-dedans. Un projet de calcul de marge où il y avait des grandes quantités de paquets de lignes de produits à matcher, C'est etc. ça. Et on s'est retrouvés. C'est un peu là que j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai. C'est là que tu as eu l'idée. Ouais, tout à fait. Et surtout, en fait, puis autre chose, on avait fait un projet de reconnaissance de produits par Tout à fait. image. On pensait naïvement qu'on allait pouvoir, en prenant des photos des produits, extraire du texte et le comparer à un référentiel produit. Ouais. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, il est où le référentiel? Et en fait, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de référentiel. En fait, il n'y avait pas de référentiel produit chez L'Oréal. Il y avait des bouts. Mais il n'y avait pas de référentiel des référentiels. Et il y avait des référentiels dans les PC des gens. Et il fallait arriver à savoir quelle était la personne, à un moment donné, qui avait le bon référentiel. C'était quelque chose de dingue. Et je ne sais pas si la situation s'est largement améliorée depuis d'ailleurs. Mais c'est le cas, on parle de L'Oréal, mais en fait c'est le cas de toutes les grosses boîtes, où en fait c'est un sujet qui n'a pas été pris en main à un niveau stratégique. Et du coup, les gens se démerdent avec ce qu'ils peuvent, avec du Excel dans leur PC. Donc ça, je me souviens, on avait bien galéré là-dessus et en fait, on n'avait pas pu le faire. Faute de référentiel. Effectivement, sur les problématiques de référentiel, comme il n'existe pas de standard, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ces données de produits, du coup, elles sont manipulées dans des verticales ou effectivement, comme tu le dis, parfois chacun sur son ordinateur, on fait de la saisie manuelle, etc. Ce qui est problématique dans la mesure où en fait, ça crée une grande hétérogénéité en fait, dans cette donnée. Quand on veut publier un produit sur un site internet et que en fait, on n'arrive pas à avoir une certaine homogénéité parce que ces données sont produites à différents endroits par des opérateurs humains, etc., on se retrouve en fait, avec des erreurs, avec des produits qui sont publiés en fait, sur les sites internet avec des différences de qualité, parfois une fiche produit qui peut être top et parfois une fiche produit qui peut être très peu qualitative et du coup qui va moins facilement déclencher la vente. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement quand on s'appelle Apple et qu'on a 200 produits maximum ou 100 produits, on peut le faire à la main, parce qu'on peut pratiquement faire une fiche publicitaire par produit et la fine-tuner, faire des choses très très jolies. Quand on a 500 000 produits comme la Redoute, on a intérêt à être capable rapidement d'industrialiser en fait la qualité finalement de ces données produits. C'est ce que tu m'as raconté quand tu es arrivé à la Redoute. Tu t'es retrouvé devant un énorme legacy de données. Tu me disais 500 Tera. Je n'avais pas trop idée de. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'était à la fois, c'est beaucoup de données, donc c'est beaucoup de valeur. Mais c'est une qualité très faible, donc c'est une valeur très difficile à exprimer. C'est quoi tes problèmes de qualité essentiellement? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, par exemple, quand j'étais chez Publicis, etc., souvent je rencontrais, parfois pas, mais de temps en temps, je rencontrais des acteurs et des interlocuteurs qui me disaient « mais on est pauvre en données, on n'a pas beaucoup de données, etc. » Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en réalité, l'enjeu, c'est pas de posséder beaucoup de données. D'une part parce que si on parle de big data depuis quelques années, c'est qu'en fait elle est relativement abondante. En tout cas, certaines données non structurées sont abondantes. On peut, via des API, via l'open data, via le scrapping, collecter beaucoup de données. Puis par ailleurs, le véritable enjeu, c'est de pouvoir exploiter en fait ces données. Quand on a 500 Tera de données qui entrent à tous les niveaux, partout, on a des données qui viennent de nos fournisseurs, de nos partenaires, des données qui nous viennent de nos clients, etc. Il faut être capable justement d'exploiter cette donnée et de l'exploiter qualitativement, d'en faire une donnée fiable, une information fiable. Et c'est là qu'est l'enjeu finalement quand on a beaucoup de données. Et donc effectivement, cette legacy, c'est à la fois une richesse mais c'est à la fois une difficulté parce qu'il faut faire en sorte qu'elle soit, encore une fois, exploitée et gérée de manière homogène. C'est-à-dire qu'il faut on soit sûr finalement de l'homogénéité de cette fiabilité, de l'homogénéité de cette qualité dans toute l'entreprise. Et donc, encore une fois, je me suis attelé, on est loin d'avoir fini, à travailler sur la qualité en fait, de cette masse considérable de données dont on dispose dans notre data lake, si je puis dire. Il y a des trucs assez croustillants. Tu me parlais de l'EAN, qui permet d'identifier tes produits, et qui ne fonctionne pas, en fait. Et tu peux nous en dire plus là-dessus? En fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est que les EAN changent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, nos fournisseurs vont utiliser un EAN et en fait,
réattribuent le même EN au produit. Et donc le problème, c'est que quand on utilise l'EN comme clé d'entrée, on se rend compte que c'est pas une donnée en fait stable, c'est une donnée qui va changer en permanence. Donc on est obligé de gérer finalement cette instabilité et de créer finalement plusieurs couches avec des EN internes, des EN externes, et effectivement de superposer tout ça pour pouvoir suivre sur la durée comment dire, la persistance finalement de ces EN. Et ça c'est pareil, c'est un vrai sujet de data quality parce que si jamais on ne gère pas ça, on se retrouve à faire des erreurs, notamment en statistique, hein, quand on veut suivre les performances d'un produit. Si on ne tient pas compte du fait que l'EN a changé à plusieurs reprises, on se retrouve en fait à faire des statistiques sur plusieurs produits alors qu'on croit que c'est un seul et même produit. Ouais. Donc voilà, on doit vraiment faire attention à ce genre de choses. Puis, tu m'as raconté des trucs assez marrants, c'est que vos EN internes, le même EN, une fois que le produit n'est plus référencé, peut servir à… Ah mais du coup, nous aussi, on les réattribue parce qu'effectivement… Donc il y a un EN qui peut décrire un pantalon à un moment hiver donné, et des exactement. tongs en été. Exactement. Et ça, du point de vue de nos clients, nos fournisseurs, pardon, et de notre point de vue à nous. C'est-à-dire que nos fournisseurs peuvent changer de EN, ou en tout cas garder un même EN pour plusieurs produits. Et nous, effectivement, du coup, quand on intègre un produit, on va lui attribuer un EN interne, et on peut aussi le réattribuer une fois qu'on n'a plus le produit dans notre référentiel de produits. Alors forcément, moi, j'adore quand tu dis ça, parce que nous, justement, toute la techno qu'on a montée, c'est en prenant en compte qu'on ne peut pas faire confiance au code, d'aller regarder le descriptif du produit, de le standardiser, pour ensuite pouvoir l'identifier, le dédoublonner ou le matcher de façon fiable. Ouais. En regardant le descriptif du produit, on abandonne le N, on considère que c'est quelque chose de pas fiable et on regarde que le descriptif du produit. Ouais. Ouais, vous créez finalement un identifiant qui restera toujours le même sur la base de ce descriptif. On ne crée pas d'identifiant, en fait on match les produits on dit directement. Ce produit-là et celui-ci, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes. D'accord. Ouais, d'accord. Indépendamment de n'importe quel identifiant finalement. Donc on ne regarde pas. Ouais. Donc, et c'est prenant en compte qu'effectivement toute cette chaîne de valeur de l'identifiant produit n'est pas fiable. Oui. Parce que chez L'Oréal, on avait le problème. Quand tu vends un flacon de shampoing qui a son EAN, et le jour où tu fais une promo, tu en mets deux ensemble, tu vas mettre un nouvel EAN dessus. Donc c'est deux EAN, un seul produit. Ouais. Ou le même shampoing avec 50% supplémentaire, tu as exactement le même problème. Tu vas faire un nouvel EAN, mais ce n'est pas le même produit. Ouais. Tu rénoves ta gamme, du coup ça devient un nouvel EAN alors que c'est le même produit. Donc en fait tu peux pas… Et c'est impossible, c'est humainement impossible d'arriver à documenter toute de savoir qu'à telle date, tel EN, c'est tel produit. Alors je pense, apparemment tu m'as dit que tu avais quand même développé un outil interne qui a un super nom qui s'appelle Nomenclator. C'est ça. de garder un historique de tes EN. En fait, la difficulté et l'un des enjeux, enfin c'est pas l'unique enjeu, mais l'un des enjeux, c'est effectivement de tracer l'historique du produit, de manière d'avoir une sorte d'historique, de diachronique en fait du produit, en restituant, en raccrochant les EN quand ils changent plusieurs fois d'EN ou quand l'EN change plusieurs fois de produit. Et donc effectivement, on utilise des méthodes relativement simples. On utilise le timestamp en fait du produit, on utilise sa dénomination, son EN du moment, et on arrive à reconstituer finalement tout son historique dans l'entreprise. Mais malgré tout, c'est quand même un travail fastidieux et relativement, relativement stable, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des cas de figure où on n'arrive pas à bien les reconstituer, où il manque une information, etc. Donc, c'est pas une solution idéale. Je pense qu'on a vocation à s'améliorer sur ce point-là. Donc, tu me disais que vous aviez 500 000 produits, ça prend en compte la marketplace ou la marketplace, ça vient en plus ? Non, je pense qu'on a environ 500 000 références hors marketplace. Et puis en plus des références. Alors de mémoire, je ne saurais pas te dire combien de références on a en marketplace, mais on a beaucoup aussi. Donc on doit dépasser le million de produits. Alors la marketplace, ça pose des problèmes très spécifiques en termes de qualité de données, puisque là, c'est plus toi qui produis ta donnée, elle est produite par tes vendeurs. Les vendeurs. Tu m'as parlé de pyjamas à 19 000 €. C'est ça. Donc, raconte-nous tes pyjamas à 19 000 €. Écoute, ça c'est pareil, c'est un produit qu'on a développé en interne.
c'est que, en fait, oui, comme tu le dis, mais d'ailleurs, ce n'est pas un problème uniquement lié à la marketplace. Même nos propres catégories managers, des fois, font des erreurs de saisie de prix. Ouais. Et donc, il suffit qu'il y ait un problème de virgule, ou qu'on mette un point à la place d'une virgule, ou qu'on oublie la virgule, pour avoir en fait des prix qui sont, par exemple, pas bons. En fait. Donc, du coup, on va avoir un pyjama à 19 000 euros au lieu de 19 euros 99, par exemple. On va avoir 19 999 euros. Et ça, inutile de te dire, et inutile de vous dire en fait que du coup le produit on le vend pas. Hein. Un pyjama à 19 000 euros, on le vend pas. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Ça Je suis même pas sûr qu'on on ait le droit en fait. Ouais. Et donc, Voilà. c'est ça. Donc ça c'est problématique. Et le problème c'est que si on a ce pyjama-là, même si on avait vocation à n'en vendre qu'un seul, si ça arrive sur 10 000 produits, bah, ça fait 10 000 produits avec des erreurs de prix comme ça qu'on ne vend pas. Et donc effectivement, on a développé un produit qui nous permet, qu'on appelle Prismo, on est inventif, nomenclature store, Prismo. Ouais. Et en fait, c'est un produit data en fait, qui va scanner nos produits et qui va identifier des pattern en fait d'erreur de prix et qui va nous dire ce produit-là, il y a une forte chance qu'il y ait une erreur de prix. Ça va envoyer un mail automatiquement aux catégories managers ou aux gens qui s'occupent de la marketplace et on va corriger en fait ces prix-là. Et donc effectivement, on évite un manque à gagner important en détectant ce genre de problème. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu as des chaînes de production qui impliquent des humains. Du coup, il y a des erreurs. Et finalement, tu as deux solutions. Soit tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, mais là, il faut avoir beaucoup d'autorité sur les humains qui font les erreurs et on l'a rarement finalement. Soit tu assumes le fait qu'il va y avoir des erreurs, parce qu'il y en a toujours, et finalement, tu développes ou tu achètes des outils autour pour aller corriger l'erreur humaine. C'est ça. En fait, à mon avis, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu les deux. Mais malgré tout, sur ce que tu évoques, là, d'avoir de l'autorité pour éviter les erreurs, moi, tu me racontais un truc la dernière fois qu'on s'est vu à Saint-Lazare. Qui m'a beaucoup, en tout cas qui m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté et je ne sais pas si tu peux le redire, mais quand tu es confronté à des garde-fous en fait, en amont en fait, de la donnée, par exemple un opérateur de saisie, tu essaies de l'empêcher de faire des erreurs, tu te retrouves en fait avec des gens qui vont encore plus contourner en fait le garde-fou, qui vont générer des erreurs encore plus fortes. Je ne me rappelle plus d'exemple que tu donnais. En fait, je donnais un exemple d'un client qui a des rapports de SAV après réparation d'un appareil chez vous. En fait, ils ont une appli pour faire un rapport de SAV avec des listes fermées dans lesquelles ils doivent sélectionner les actes. Comme les listes fermées ne sont pas hyper bien faites, les gens ils sélectionnent le premier de chaque liste fermée et le réparateur il écrit tout dans la zone de commentaires libres. Et en fait, donc toute la valeur du rapport d'acte de SAV n'est pas du tout dans les saisies standardisées, mais est dans la saisie libre. Et effectivement, à chaque fois qu'on essaye de contraindre les gens qui produisent de la donnée, tu as un contournement pire que celui que tu crées. Exactement, tu crées encore plus d'entropie. Ouais. Et donc effectivement, je pense qu'il y a quand même vocation à essayer d'avoir un minimum de garde-fous, mais il y a aussi un travail ensuite de correction. Nous d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire à Redoute, c'est qu'on est en train de travailler sur un outil plutôt de gestion. Alors je parlerai de process en fait, pas de transport, mais de mouvement de la donnée dans l'entreprise, de circulation, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est de circulation de la donnée dans l'entreprise. Et donc, les données circulent en permanence. Hein. On va avoir, quand on expédie par exemple un colis, on va avoir une donnée qui nous vient de notre entrepôt logistique, qui nous dit que le produit est parti. On a les données qui nous viennent de nos partenaires logistiques, qui nous disent où est le colis en temps réel, etc. Cette donnée, en fait, on doit la collecter pour à la fois l'envoyer à la relation client, au cas où le client appellerait et pour lui donner la bonne information, de manière synchrone, parce qu'il faut que ce soit la même information partout, il faut que ça aille sur le site internet au cas où il se connecte et qu'il veut suivre son colis sur le site directement. Donc c'est une donnée qui va circuler à plusieurs endroits, qui va entrer à plusieurs endroits différents et qui doit être synchrone et qualitatif, fiable et homogène. Et donc effectivement, on s'assure à chaque étape qu'elle n'a pas été altérée. On essaye de s'assurer via les différents owners, par exemple la logistique, qu'elle rentre de la manière la plus conforme possible. En revanche, on est obligé quand même de la corriger à certains endroits et on ne peut pas s'assurer, en fait, comme tu le disais,
de mettre tous les garde-fous à tous les endroits possibles et imaginables pour empêcher en fait qu'elle soit altérée, cette donnée. Ouais, c'est des cas qu'on a tous rencontrés quand on attend notre colis et qu'il n'est pas livré. Et ce que je trouve pas mal, c'est que là-dedans, c'est vrai, on voit souvent les Chief Data Officers comme des gens qui opèrent beaucoup dans des sphères analytiques, mesure de la performance, etc. Et là, ce que tu nous racontes, c'est que tu es dans la chaîne de production du service, qui est hyper importante en termes de satisfaction client ou de grain de sable ou d'insatisfaction client, c'est énorme. Et tu opères là-dessus, et là on voit que l'impact de la qualité de données il est énorme, il est colossal, sur la qualité du service. Et c'est un prérequis à la gouvernance, c'est un prérequis à ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise data-driven. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vois un peu la donnée comme le sang dans le corps humain. En fait, on a des organes vitaux, en fait, et le sang finalement fait le lien entre ces organes vitaux. Là, c'est un peu pareil, on a des organes vitaux de l'entreprise, le marketing, la logistique, etc. Et donc, effectivement, cette donnée fait le lien. C'est mon exemple, finalement, on achète un produit sur le site Internet, ça déclenche un certain nombre de choses à la logistique. Ensuite, le colis part, ça déclenche une data qui redescend au client, etc. Ouais. Donc, tout ça circule. Et le premier rôle, en fait, c'est de faire circuler la donnée en fait, dans l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le prérequis. Et après, en fait, ces organes vitaux, ils ont aussi vocation à s'approprier la donnée. Si en fait, tous les sujets de data science, data analyse, etc., sont faits dans mon département, dans ma direction, ben, en fait, on n'est pas une entreprise data-driven. En fait, une entreprise data centralisée, en fait, mais pas data-driven. À partir du moment où en fait, je m'assure que cette donnée elle est homogène du point de vue de sa qualité, du point de vue de sa disponibilité dans l'ensemble de l'entreprise et que chaque direction s'en saisit en fait pour faire du reporting, pour faire de la data science, etc. Là, on devient une entreprise data-driven parce que la data est partout, tout le monde se l'est approprié, ce n'est pas le sujet d'une seule direction qui est la mienne, c'est le sujet de toute l'entreprise. Mais le prérequis, encore une fois, c'est cette qualité. Bah, c'est un point vachement important, puis je sais que tu es en train de beaucoup repenser ta gouvernance, etc. C'est effectivement de se rapprocher des métiers, parce que si on reprend l'exemple du pyjama, finalement, il n'y a qu'une seule personne qui est sûre que le pyjama ne coûte pas 19 000 €, mais 19 €, c'est le manager de la catégorie pyjama. Tout à fait. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place les outils et la gouvernance qui permettent à l'expert qui sait que le pyjama coûte 19 € de corriger ce problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'effectivement, outre ce produit Prismo, on a effectivement des interfaces qui nous permettent de suivre la trajectoire, en fait, le cheminement de cette donnée dans l'entreprise. Et effectivement, alors d'ailleurs l'exemple du pyjama 19 000 €, c'est un exemple paroxysmique. 19 000 €, c'est facile, même pour nous, de nous rendre compte. Ouais. Mais parfois, en fait, ce n'est pas 19 000 €, mais c'est 99 € par exemple. Et là, pour le coup, nous, on a un doute. On n'est pas capable, dans mon équipe, de dire que peut-être c'est un pyjama en cachemire, j'en sais rien, où on soit. Et donc, on n'est pas capable de l'identifier. Et là, pour le coup, comme tu le dis, c'est les gens du produit qui sont capables de corriger ce type de problème. C'est souvent la solitude du data scientist qui se retrouve devant des données qu'il n'est pas toujours en capacité de comprendre intrinsèquement et qui ne sait pas toujours vers qui se retourner. Et dans des grosses structures, comme moi j'ai connu chez L'Oréal ou comme toi, c'est pas toujours facile de trouver la personne qui va pouvoir renseigner le data scientist au moment où il a besoin de l'information. Exactement. Pour qualifier ça. Exactement, et tout ce cheminement, tout ce tracking en fait, de la donnée, en fait, effectivement, on le développe à travers cet outil qu'on est en train de développer. Et par ailleurs, oui, cette gouvernance, elle est, encore une fois, ce prérequis de data quality, il y en a d'autres. Il y a des prérequis en fait, de monitoring, des prérequis de documentation, etc. Mais ce prérequis data quality, encore une fois, il est vraiment central parce que, encore une fois, on a une entreprise qui se veut devenir de plus en plus data-driven avec des gens qui font des rapports dans leur direction respective, etc. Alors moi, mon rôle, justement, c'est de m'assurer d'une part qu'ils sont légitimes. Je ne veux pas, par exemple, que la direction commerciale en fasse des rapports des bits. Ça, c'est plutôt la direction financière qui est légitime, au moins pour valider le calcul et ce type de rapport. Au même titre que je ne veux pas que le NPS soit calculé à la logistique. Pour moi, en fait, c'est la direction marketing qui doit formuler le calcul du NPS. En revanche, donc ça, c'est un prérequis de la gouvernance et je m'y attelle. Mais par ailleurs, j'ai la responsabilité et je dois faire en sorte que les données qu'ils utilisent pour faire ces rapports ou pour faire leur modèle de data science, etc., dans ces différentes directions, elle est fiable et elle est qualitative et qu'on puisse s'y fier. Parce qu'à partir du moment où j'estampille, je mets le tampon validé par la direction data et donc vous pouvez partager vos rapports à l'ensemble de l'entreprise,
je m'engage d'une part à avoir validé effectivement que le calcul est fiable, qu'il a bien été validé par la direction qui est la plus légitime pour le valider, mais je m'engage aussi sur le fait que la donnée qu'on utilise est fiable et que les rapports ne sont pas faux. Donc effectivement, c'est un prérequis et je veux les laisser travailler leurs données, mais je veux en fait qu'ils passent par ces garde-fous. Alors ces garde-fous, c'est pas les garde-fous qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne veux pas les empêcher de faire des erreurs, je veux les obliger à utiliser tous les process et tous les outils de data quality que je mets à leur disposition. On entend beaucoup parler de l'émergence d'un nouveau personnel dans les entreprises qu'on appelle le Citizen Data Scientist. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent à des gens du business de faire de la data science, même si eux-mêmes ne sont pas data scientists. Je ne sais pas si tu t'engages dans cette voie. Oui, complètement. En fait, je pense que c'est contre-productif d'essayer encore une fois, pour plein de raisons. Je ne veux pas centraliser la data science parce que si je centralise tout, encore une fois, je pense qu'on n'est pas une entreprise data-driven. Moi, ma perception, et j'ai eu l'occasion de visiter des pure players aux États-Unis, dans la Silicon Valley, etc. Ils ont une approche très product-centrique, etc. Donc, ils ont des PIO. En fait, je vois par exemple le PIO de l'iPhone comme un chef d'entreprise dans l'entreprise avec des data scientists, des spécialistes de l'IA, etc. au sein de son équipe. Donc, je vois pas, et je trouve que c'est plutôt une bonne approche. Donc moi, je me dis dans les différentes directions, que ce soit au marketing, à la logistique, etc., que la logistique, un data scientist qui optimise le bras robotisé, qui s'appelle le mini-load, qui va chercher les cartons. C'est à eux de le faire. Bah, oui, exactement, ils sont légitimes, ils connaissent leur usine, enfin leur entrepôt, etc. Et un data scientist spécialisé en logistique au sein de la direction logistique, au contraire, je le vois d'un bon œil. Donc effectivement, j'encourage plutôt le fait que l'entreprise aille vers ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'on devient une entreprise data-driven. Et par ailleurs, effectivement, même en termes de bande passante, si je veux tout centraliser, j'arriverai jamais à tout faire. Et donc, effectivement, tu vas devenir une espèce de deuxième IT. Exactement, qui frustre tout le monde. exactement, à dire non à tout le monde, etc. Là, au moins, ils peuvent gérer leurs priorités, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vocation à le faire sur des sujets très transverses, etc. Mais sur des verticales très précises, je pense que les métiers ont vocation à s'approprier aussi ce sujet de la data. Encore une fois, le véritable enjeu, c'est qu'on soit tous au même niveau du point de vue d'un certain nombre de standards. Et moi, effectivement, cette gouvernance, je la vois comme une responsabilité vis-à-vis de ce standard. C'est-à-dire, je veux que la data quality, la qualité de la donnée qui est utilisée soit la même dans toute l'entreprise, qu'il y ait un minimum requis, que ce soit documenté, c'est-à-dire que justement on puisse assurer la maintenabilité et l'évolutivité en fait des dispositifs qui sont créés, que ce soit monitoré, c'est-à-dire que quand on ait des SLA, quand quelque chose tombe en panne, on puisse s'en rendre compte, etc. Donc ça, c'est les prérequis, en fait, et c'est mon rôle, en fait, de les imposer. Après, effectivement, encourager les autres directions à faire, par exemple, de la data science pour répondre à ta question, oui, je pense qu'au contraire, je les encourage à le faire. Mais pour pouvoir piloter tout ça, après, il y a un certain nombre d'outils qui vont me permettre de plus en plus de le faire. Via des interfaces, par exemple comme DataIQ, DataRobot, etc., qu'on est en train de poker justement. Et on va voir en fait comment on va pouvoir gouverner tout ça. On utilise beaucoup la plateforme GCP, Google, sur le data catalogue, etc. Donc les données qu'on met à disposition des métiers, elles passent par une administration enfin, on l'administre en fait et on l'administre dans GCP. Pareil pour Power BI, c'est notre outil de reporting, c'est le même pour toute l'entreprise et il est administré dans mon équipe. Et par exemple un rapport n'est pas estampillé, n'est pas partageable tant qu'on ne l'a pas validé, mais effectivement, c'est quelque chose que j'encourage. C'est dans une logique où tu centralises énormément les sujets de gouvernance et de qualité et d'infra. Et d'infra, tout à fait. Infra-outils. Tout à fait. Et tu t'efforces de laisser un maximum d'autonomie au métier pour faire des calculs en fait. C'est ça. Et après, effectivement, quand on a des sujets très transverses, il se peut qu'en data science qu'on prenne le sujet. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit bon en data science et que tout le monde soit bon en BI, en fait. Et c'est à cette condition qu'on deviendra vraiment une entreprise data-driven. Moi, je préfère travailler dans une entreprise qui est au top en data, même si cette data, à certains égards, m'échappe, plutôt que de dire « ouais, c'est moi qui fais tout, j'ai la main mise sur tout », et en fait, en réalité, on n'est pas terrible, quoi.
Est-ce que ça marche? Est-ce que aujourd'hui tu sais mesurer des impacts business de tes projets, de ce que tu as mis en place? Oui, on le mesure parce qu'en fait, pareil, on a de plus en plus comment dire, je dirais de process. Alors c'est un mot qui souvent fait peur parce que process, ça renvoie souvent à lourdeur administrative, etc. Plus finalement des réflexes. On a des réflexes de validation enfin business en fait. On va tester les choses, on a des KPI pour les tester, etc. Donc on va regarder tout de suite effectivement le ROI de ce qu'on fait. On est très focalisé sur la satisfaction client, ce qu'on appelle le NPS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Net Promoter Score. Donc c'est notre KPI principal avec les KPI business. Et puis effectivement, on va avoir un certain nombre de règles. Par exemple, le make or buy, c'est quelque chose qui a un poids très important chez nous, surtout pour ce qui est de l'IA. C'est-à-dire que quand on veut déployer un sujet IA, on a une sorte de tunnel en fait pour savoir si on achète ou si on fait. Et en gros, pour vous la faire simple, si ça existe sur étagère, par exemple des dispositifs de computer vision qui existent sur étagère, qui sont matures, etc., on n'a pas vocation à réinventer la poudre et à redévelopper des choses. Donc on l'achète tout simplement. Et si ça n'existe pas, on se pose une autre question. Est-ce que c'est stratégique pour l'entreprise ou pas? Si c'est stratégique pour l'entreprise, là pour le coup, il faut absolument qu'on se staffe et qu'on le fasse. Même si on n'est pas staffé, on se staffe. Mais en tout cas, si c'est stratégique, il faut qu'on le fasse nous-mêmes et qu'on maîtrise la techno. Si ce n'est pas stratégique, on se dit pourquoi pas, c'est pas grave si on finance la R&D d'une start-up. Et donc on peut faire appel à une start-up pour le développer à notre place. Okay. Du coup, ton équipe, c'est quoi aujourd'hui? C'est beaucoup de data engineers. On a encore beaucoup de sujets de data engineering. D'ailleurs, il y a quelques années, quand on s'est rencontrés en 2014-2015 chez Publicis, on parlait de data scientist, c'était la star des stars. Aujourd'hui, honnêtement, entre un CV data scientist et un CV data engineer, je bascule plutôt sur le data engineer parce que mon cœur balance pour le data engineer parce qu'on en a vraiment besoin. Surtout dans une position centralisée, mutualisée Exactement. comme toi, là où la data science a plutôt vocation à être dans les métiers. Exactement. Et puis en plus, il y a eu un effort de formation data scientist qui fait qu'il y a quand même, on a quand même beaucoup de profils et tout le monde veut faire ça. Donc beaucoup de gens se sont orientés vers la data science, ce qui fait qu'on a des profils de data scientist. Là où le data engineering n'a pas encore été suffisamment encouragé, développé, etc. Donc, et puis ça évolue en permanence, donc dans 5 ans peut-être ce sera encore différent. En tout cas en ce moment c'est ce dont j'ai besoin moi. Tu recrutes en ce moment? Alors, en ce moment je recrute. Ah oui, bah alors effectivement je recrute. Si vous êtes data engineer surtout, vous êtes les bienvenus. Tu as un bureau à Paris maintenant? On a des bureaux à Paris, à rue de la Boétie dans le 9e. On appartient au groupe Galeries Lafayette, donc il y a beaucoup de bureaux Galeries Lafayette à Paris. Et puis on a le siège qui est à Roubaix aussi. Donc que ce soit dans le Nord ou à Paris, on est présent. Et puis effectivement, beaucoup de data engineers, du BI, des experts BI, et puis cloud architecte, puisqu'on travaille dans le cloud. On commence à avoir des besoins de front. Alors même si pour l'instant on fait beaucoup appel à l'IT de la Redoute pour nous développer nos fronts, je commence à avoir un besoin d'autonomie là-dessus parce qu'on commence à les embêter. On s'entend très bien avec l'IT de la Redoute, mais on commence beaucoup à les embêter parce qu'on leur demande beaucoup de choses sur les fronts. Donc je commence à me demander si je ne vais pas recruter un profil dev front. Tu peux peut-être passer au no-code. Nous, on développe toutes nos interfaces en no-code. On est super contents. Ah bah écoute, je vais me pencher sur la question, mais c'est un data engineer qui m'a conseillé de faire ça. Après, c'est vrai que je voudrais bien avoir des interfaces quand même assez sexy, développées en React et donc je ne sais pas si on arrivera à ce que j'imagine en low code, mais bon, il faut que j'en discuterai avec Arjun. Tu pourras parler avec l'équipe. Moi j'avais le même avis avant, maintenant j'ai changé. C'est vrai? Complètement, Bon, bah écoute, j'ai confiance en Arjun. Il a travaillé avec moi chez Publicis. Donc, justement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, il y a des réactions par rapport à ce qu'on s'est dit? Et s'il n'y a pas, on peut conclure. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah, s'il y a une question. Moi, j'ai un point, je trouve que c'est presque très stretché entre ma donnée, elle n'est pas en qualité. Donc, si elle n'est pas en qualité, je ne l'expose pas. Mais si je ne l'expose pas, je ne saurai jamais qu'elle n'est pas en qualité. Parce qu'au final, qui est-ce qui va dire qu'elle n'est pas en qualité? C'est quand même celui qui l'utilise le plus possible. Donc
Moi j'ai pris le parti de dire j'expose, tant pis, j'expose à fond. Toutes les données on les ouvre, elles sont accessibles le plus possible. Alors c'est pas très agréable hein, parce qu'on a aussi les retours qui disent non là c'est pas bon. Mais ceci dit, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir le retour. Du coup par rapport au sujet là de la séance, c'est quoi pour vous le curseur? Bah, moi c'est pour ça que je disais en fait c'est pas vraiment moi je le vois pas comme un antagonisme c'est-à-dire de garde-fou et correction automatique des données etc. et j'expose pas tant que la donnée est pas propre versus j'expose tout etc. Et d'ailleurs la solution qu'on est en train de développer en interne c'est vraiment une solution qui justement permet aux opérateurs, en fait, aux différentes étapes de la circulation de la donnée, de nous dire si justement elle est en qualité ou pas. Et après, effectivement, on vient ajouter des dispositifs de correction ou de data quality. Mais notre première étape, c'est vraiment de suivre cette donnée dans tout son parcours, dans toute sa circulation. Et du coup, effectivement, on l'expose, on a des interfaces. Et à travers ces interfaces, les utilisateurs nous disent bah là, en fait, il y a un problème avec la donnée. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on va envisager d'y apposer soit une technologie qui va corriger finalement et travailler sur cette qualité, soit en fait de mettre des garde-fous, comme tu évoquais, pour essayer d'éviter un maximum qu'elle soit dégradée ou altérée. Et du coup, ça me tient à la question d'après, ça revient au make or buy. Tout ça, il y a quand même des outils ancestraux presque, maintenant, enfin à l'échelle de la data. Chez la Redoute, vous faites comment? Vous faites à la main ou... Alors effectivement, sur toute la partie data client, il y a des outils ancestraux en fait, pour le doublonnage, pour le RNVP, pour même sur la correction d'un certain nombre d'informations clients, les âges, enfin des informations saisies. Il y a des outils ancestraux et donc effectivement on passe par des outils, des prestations, parfois des prestations, parfois des outils qui nous permettent de corriger ces données. Et honnêtement, ce n'est pas l'enjeu majeur à la Redoute parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire depuis des années et on le fait très bien. On arrive même à réconcilier des clients au foyer, à la famille, puisqu'en fait c'est notre point d'entrée et on le fait plutôt bien et assez facilement. Là où effectivement on a des enjeux, c'est plutôt des données produits, justement, on a beaucoup discuté avec Sébastien, parce que en fait, c'est d'une part, plus on scale, plus on a vocation à automatiser justement la qualité de ces données produits, plus on veut mettre de produits sur notre site, avec la marketplace en plus, c'est de plus en plus le cas, plus on a vocation à être qualitatif de ce point de vue. Et donc on en génère de plus en plus, et justement à travers ce dispositif, pas que pour le produit, mais aussi pour la logistique, etc. Mais c'est de nouveaux pourvoyeurs importants de données. Et du coup, jusqu'à maintenant, on s'était peu soucié de cette qualité de données. Et aujourd'hui, justement, à travers ce dispositif, on est en train d'essayer de voir aux différentes étapes et de la circulation de ces données, comment on peut checker qu'elles sont de qualité, qu'elles sont conformes. Et après, ensuite, on se pose la question du make or buy. Est-ce qu'on peut développer quelque chose pour corriger ou est-ce qu'on fait appel en fait, à des solutions qui vont nous corriger ces données-là? Nous, on se confronte alors, nous, on fait de la correction de données. Hein. En fait, on vient automatiser un processus qui était fait à la main avant. Donc, en fait, c'était déjà exposé. Là-dessus, les clients avec qui on travaille avant, ils avaient plusieurs choix. Soit ils travaillaient à la main qu'une partie réduite de leur scope. Donc, à nos clients retailers, en fait, ils travaillaient à la main 20 catégories, alors qu'ils en ont 150. Et puis les autres, ils laissaient tomber. Et du coup, là, on leur permet de les faire toutes. Soit ils se staffaient, soit ils sous-traitent à Madagascar ou des choses comme ça, parce que c'était une tâche qui n'était réalisable que par un cerveau humain, en fait. Et donc, de toute façon, au final, la donnée de mauvaise qualité ne sortait pas, mais elle était traitée à la main. Nous, on vient automatiser ça. Aussi, j'ai oublié une question. Ouais. Ah, Giancarlo. Peut-être un peu hors scope. Est-ce que vous bossez aujourd'hui sur des cas de monétisation de la donnée? C'est style Amazon, pour comprendre, qui nous fait faire leurs analytics.
Est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là chez vous Samy? Alors en fait, sur la partie données clients, ça fait longtemps qu'on a une régie en fait publicitaire. On vend en fait les data clients et donc ça fait un moment qu'on le fait. D'ailleurs, ça fait même, à mon avis, plus d'une décennie qu'on vend nos données clients. Avant même la RGPD. Exactement, avant la RGPD, parce que comme on est un acteur de la VPC avant, maintenant on est un e-commerçant, j'aime pas dire qu'on est VP6 parce qu'on ne l'est plus, mais à l'époque on était VP6, donc du coup on a une culture de l'adresse client en fait, donc on vend ces adresses clients depuis des années, je pense même depuis plusieurs décennies. En revanche, là il y a une nouvelle question qui arrive sur la table et c'est vrai que c'est une question très intéressante. Et je dis pas ça parce que c'est toi, Giancarlo. C'est un ami, Giancarlo. C'est parce qu'en fait, on est de plus en plus confronté à des problématiques de trade marketing, c'est-à-dire d'échange de données autres que les données clients avec nos fournisseurs, par exemple, notamment avec des gros fournisseurs comme Nike, Adidas, etc. Et on se pose la question, alors peut-être pas de la monétisation, mais de la contrepartie, parce qu'effectivement, c'est une donnée qui a une valeur. Et de plus en plus, ils nous demandent de la partager avec eux. Et donc, c'est une vraie question qu'on se pose. Et puis ensuite, on se rend compte de plus en plus que cette donnée… alors, il y a les données produits en fait, qui ont une vraie valeur. Et si on arrivait à les standardiser un minimum, je pense qu'elles pourraient être monétisées aussi. Et par ailleurs, effectivement, il y a des données en fait, de performance avec nos fournisseurs qui ont aussi une valeur et qui peuvent faire contrepartie. D'ailleurs, quand tu étais chez L'Oréal, Giancarlo, je me rappelle, on avait travaillé sur Sell-in, Sell-out. Et effectivement, quand tu n'es pas en direct avec le client, quand tu n'es pas en, comment on appelle ça, en distributeur de tes produits, pour un acteur comme L'Oréal, il a tout intérêt à réussir à trouver des deals avec les distributeurs pour pouvoir avoir un œil sur finalement les données qu'ils distribuent. Nous, on est distributeurs, on a des gens comme Nike, comme Adidas, comme Ralph Lauren qui vendent des produits sur notre site et c'est pareil, ils sont exactement dans la situation dans laquelle était L'Oréal quand tu étais chez L'Oréal et qui ont envie de savoir comment on vend leurs produits, etc. Alors, on a, encore une fois, peut-être pas vocation à leur vendre ces datas, mais peut-être à trouver un deal win-win en fait et à demander des contreparties en échange de ces données. Il y avait une autre question là? Juste pour la suite de la question précédente là-bas, sur la mise à disposition des données aux équipes métiers, on parlait tout à l'heure de pyjama à 19 000 €, donc là c'est flagrant, mais plus difficile sur le 99. Est-ce que dans les processus que vous avez en cours, est-ce qu'il y a cette info sur curseur où on va dire, bon là c'est rouge, 19 000, il y a un problème, regardez. Est-ce que vous avez un orange quelque part sur le 99 où vous êtes en mesure de tout à fait. et d'avoir des échanges Tout à fait, on forme une probabilité en fait. Donc on va scanner les prix de produits. Et on va formuler, sur la base d'un certain nombre de tenants et d'aboutissants, de variables potentiellement explicatives, la probabilité que le prix soit erroné. Et donc on a commencé par ce problème de prix qui était le plus saillant en fait. Et donc du coup on détecte avec un certain degré de probabilité et on déclenche un alerting. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre juste un report aux catégories managers en leur disant allez voir tous les jours, il y a trop de produits et ce ne serait pas possible. Alerte, Exactement, quand on pense qu'il va y avoir qu'il y a un problème de prix, on envoie une alerte. Et donc on déclenche l'alerting au-dessus de certains seuils en fait, de probabilité. On se dit bon, au-dessus de ce seuil-là, le risque est trop fort et on va demander en fait de checker. Et maintenant, on est en train de l'étendre à d'autres problématiques que le prix. Et pareil sur des sujets de publication de fiches produits. Donc si par exemple on détecte des patterns de produits avec une photo de trop mauvaise qualité ou sur une description trop laconique en fait, trop peu précise, etc. On va aussi détecter des risques d'anomalies et on va aussi lancer bientôt en fait, des alertes pour inciter le catégorie manager à revoir sa fiche produit. Des stats très, en réalité, ouais, c'est très basique en fait. On formule des probabilités sur la base de la théorie des probabilités. Enfin, on fait soit en fait des probabilités type régression logistique, ce genre de choses, soit des probabilités encore plus simples en fait. Bon, voilà, des choses très simples. Et moi, je suis très déçu. J'avais acheté ce pyjama, je pensais
c'était incroyable. Et vous pouvez mettre une liste. Ah, c'était toi? C'est arrivé une fois. C'est qui demandait le remboursement maintenant. Pas moi. Tu m'as donné, j'ai eu une sueur. Je vais pas pouvoir partir en vacances cet été. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à recommander tous les cafés que vous voulez. Et bah, merci beaucoup pour votre... Merci à tous. Hein. Merci.